Et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Assouline. Aujourd'hui, Le visiteur d'une nuit d'été de Gordon Abrams. Les arbres étaient figés, immobiles. À travers le sous-bois, le sentier devenait indistinct et l'obscurité qui grandissait derrière lui était angoissante. Jim s'arrêta. Il éprouvait la désagréable impression d'avoir, dans sa hâte, oublié quelque chose, là-bas, au fond des bois. Mais quoi ? Il faudrait attendre le matin pour y aller voir. Et puis, il y avait autre chose. Jim se demandait si la chose qu'il avait vue était toujours là, cette chose jaune, cette chose vivante, se mouvant dans sa direction, dans l'ombre, loin en arrière. Était-ce une illusion? Un tour que lui jouait la lumière déclinante? À présent, il lui semblait ne plus rien percevoir qu'une zone silencieuse et sinistre. Reprenant sa marche sur le sentier obscur, Jim trébucha à 2 reprises, tant son allure était précipitée. Et ce fut avec un grand soulagement qu'il déboucha sur la grande pelouse et aperçut sa maison, dont la masse se découpait sur le ciel couleur d'ambre. Il contourna le rectangle sombre de la roseraie, gagna l'entrée de derrière, ouvrit la porte grillagée, plongea la main dans l'embrasure et déclencha les lumières, à l'intérieur et à l'extérieur. Quelques insectes dansèrent au-dessus de sa tête, tandis qu'il se retournait sur le seuil pour lancer un dernier regard vers l'obscurité des bois. C'est alors qu'il revit la chose. Il en était sûr, à l'endroit précis où il était sorti du sentier. Oui, il vit une bizarre lueur d'un jaune terne. Et il ressentit une vive crispation du côté du cœur. Dans l'encadrement de la porte, Jim observa et attendit. Sans aucun doute, la chose était bien là. Plus près maintenant. Elle se déplaçait. Voilà qu'elle se trouvait sur la pelouse. La lumière venant de la porte et celle faiblissante tombant du ciel se combinaient pour révéler de façon confuse une forme animée, mince, glissante, allongée, de couleur vieillard avec une petite tête reptilienne et des yeux luisants comme des perles de verre. Une fois encore, Jim constata que la créature qui ondulait en silence avançait vers lui, droit sur lui, tout comme elle l'avait fait, lui semblait-il, dans les bois. Pétrifié, Jim épiait sa progression, parfois nettement visible, parfois si estompée dans l'ombre, qu'il en arrivait presque à se convaincre qu'il était victime de son imagination. Et puis, brusquement, il ne douta plus. Il fut certain de voir la chose atteindre la roseraie. Mais elle ne contourna pas comme lui les massifs de roses et de pivoine. Elle s'engagea carrément dedans, plongeant parmi les ombres de la végétation, se repliant et se déployant sans bruit, et le prenant, lui, toujours, en point de mire, empruntant toujours pour le rejoindre le plus court chemin. La ligne droite. Jim se rappela qu'il avait laissé sa lampe électrique dans la camionnette, garée dans l'allée, à une vingtaine de mètres. Il franchit rapidement la distance, fourragea un court instant parmi les objets qui encombraient le siège et trouva la lampe. Revenant lentement sur ses pas, il braqua le rayon lumineux sur le sombre massif de rosiers, puis sur la portion de pelouse séparant le massif de la porte. Il ne repéra aucun signe de vie, aucune trace de la chose.
Il promena ensuite le rayon lumineux de sa lampe le long des rebords de fenêtres, balaya de haut en bas le revêtement de glycine et explora enfin les recoins obscurs sous les épais taillis d'arbustes. Il se trouvait à 2 pas de la porte de derrière quand il découvrit avec effroi pour quelle raison il n'avait pas encore vu la créature. Elle était là, enroulée autour du support métallique auquel était fixée l'ampoule surplombant la porte. Sa tête pendait juste au-dessus de l'entrée. Ses yeux semblaient darder leur regard sur lui. Sa posture était celle de l'attente et de l'affût. Jim ne put se résoudre à rentrer par cette porte. Il courut vers la zone obscure de la porte principale sur le devant de la maison. Projetant le rayon de sa lampe, il atteignit les marches et tourna la poignée. Fermée. Mon Dieu. Il chercha fébrilement dans ses poches. Il n'avait pas la clé sur lui. Il redescendit les marches et fit un tour complet de la maison, décrivant un large cercle, lentement, braquant sa lampe sur la pelouse et les taillis. Revenu à la porte de derrière, il constata que le serpent avait disparu. Prenant une profonde inspiration, Jim ouvrit la porte, s'engouffra en coup de vent et s'enferma aussitôt à double tour, verrouillant la porte intérieure aussi bien que la porte grillagée. La maison paraissait plus silencieuse que de coutume, parce que Clara n'était pas là, bien sûr. Jim se surprit à contempler d'un air un peu égaré la marmite suspendue au-dessus du fourneau, les torchons à vaisselle sur le séchoir en bois, le calendrier dans le coin avec ses petites notes dans la marge. Il entra dans le petit bureau qui naguère avait été un coin repas, puis descendit les 3 marches donnant accès au living room où les photos de Clara s'alignaient sur le dessus de cheminée. Chaque pièce de la maison prenait vie à mesure que ses doigts, effleurant les murs, actionnaient les commutateurs au passage. Puis, Jim retourna dans la cuisine et prit une bière dans le réfrigérateur. Voilà ce dont il avait besoin, d'un apaisant retour à la normale. Il ouvrit la bouteille de bière, passa dans le bureau et s'affala dans le vieux fauteuil de cuir. Immédiatement, son attention fut attirée par la petite fenêtre dans le mur en face de lui. Était-ce une illusion ? Ou avait-il perçu un mouvement soudain au dehors, dans les branches d'un arbre tout proche? Le serpent était-il en train de l'observer? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Jim posa sa bière sur la table basse, gagna la fenêtre et tira le store jusqu'en bas. Il se rendit alors dans toutes les pièces du rez-de-chaussée pour y fermer toutes les fenêtres ouvertes. Revenu dans le petit bureau, il s'aperçut que ses mains tremblaient. Il demeura assis quelques minutes, immobile, buvant de temps en temps une gorgée de bière, mais le silence était pesant, oppressant. De plus en plus mal à l'aise, Jim quitta le bureau pour gagner l'escalier qui était plongé dans l'obscurité. Il alluma la lumière et commença de gravir les marches. À peine avait-il atteint le palier qu'il décela un mouvement à la fenêtre située au bout du petit vestibule. Une ombre mince, ondulante, à la fois sombre et dorée. La fenêtre était ouverte. Saisi d'appréhension, Jim s'obligea à avancer. Le rideau avait été repoussé sur le côté pour laisser entrer l'air et, se rapprochant, Jim put distinguer le serpent dans toute sa splendeur démoniaque. À première vue,
Le reptile semblait être en suspension dans l'air, sans support visible, comme un fantôme ou une illusion d'optique, pointant sa tête triangulaire vers le vestibule. Jim réalisa que le serpent était suspendu au câble qui reliait la cheminée au bord de la fenêtre. Il referma violemment la fenêtre et tira le rideau. Le serpent n'avait pas bougé. Jim alla fermer toutes les autres fenêtres de l'étage. Le grenier? Non. Inutile. Il suffisait de s'assurer que la porte menant au grenier était solidement verrouillée. Ce qui était le cas. Jim pénétra dans sa chambre. Là, le silence et l'absence de Clara semblaient se faire doublement ressentir. Il décida donc d'aller dormir sur le divan dans le petit bureau. Redescendu, il retourna dans la cuisine et, avec un torchon, colmata dans le plancher l'orifice par où passait le tuyau d'écoulement sous l'évier. Ensuite, il vérifia la porte de la cave. Le verrou était bien tiré. Puis, il se décida à téléphoner. Allô, Bart? Ici Jim. Dis-moi, Bart, tu as déjà entendu parler d'hommes suivis par des serpents? Tu veux dire poursuivi, pourchassé, Jim? Non, écoute, Bart, j'ai été suivi par un serpent depuis les bois et à travers le jardin. Il m'a suivi tout au long, jusqu'à la maison. Je l'ai vu qui m'épiait par les fenêtres. Je crois bien qu'il essaye d'entrer. Ah, vraiment, Jim, à ma connaissance, un serpent n'a jamais suivi personne. Il a peut-être un nid dans tes fondations, ou bien il cherche des souris. De quel genre de serpent, Jim? Il est doré, Bart. Tout doré. Vieil or. À peu près de la même longueur que les serpents noirs de la région, mais entièrement doré. Ah, écoute-moi, Jim, il n'y a pas de serpent comme ça par ici. Des noirs, comme tu dis, oui, et parfois des mouchetés de noir ou de brun, mais c'est tout. Aucun serpent qui soit doré. Depuis mon enfance, j'ai jamais vu de serpent doré dans les parages. Et où tu dis que tu l'as vu pour la première fois? Sur les rochers, là-bas, dans les bois. J'en étais pas bien sûr au premier abord, mais il m'a semblé glisser au bas des rochers pour se diriger vers moi. Dis donc, Jim, t'as l'air de lui plaire, hein? Tu t'es fait un nouveau copain, on dirait. Non, sérieusement, Jim, tu devrais pas te tracasser. Il sera probablement parti demain matin. Et Clara, elle est inquiète? Clara, elle est chez sa sœur à Springfield. Ah, ben voilà pourquoi tu meurs de trouille, Jim. Tout seul, près des bois, ça te fout la trouille, hein? Arrête, Bart. Avoue que ça fait un drôle d'effet de voir un serpent te suivre, te traquer, littéralement. Je te jure que celui-ci est arrivé à se glisser jusqu'à la fenêtre pour me fixer avec ses petits yeux vicieux. Ah, Jim, si je te connaissais pas, je dirais que t'as des visions. Voyons, un serpent qui pourchasse un homme, ça me dépasse. Non, en général, ils essaient plutôt de nous éviter. Même un crotal n'attaquera pas, sauf si c'est pour se défendre. Non, à ta place, je m'inquiéterai pas, Jim. Ton serpent sera parti demain matin. Allez, salut! Jim reposa le téléphone, s'installa dans le fauteuil en cuir, finit sa bière et se mit à réfléchir. Et son esprit ne cessait de dériver vers des récits fantastiques où intervenait le surnaturel, des histoires où des animaux étaient mystérieusement guidés par des esprits malfaisants. Un conte qu'il avait lu dans son enfance refit surface. L'histoire d'un serpent dont tout l'être était contrôlé, commandé par l'esprit d'un humain disparu. Irrité contre lui-même, mal dans sa peau, Jim alla s'étendre sur le vieux divan. Il fallait dormir. Bart avait raison. Demain, tout irait mieux. Jim dormit d'un sommeil agité. Il émergea soudain d'un demi-rêve, avec la nette impression qu'un long moment s'était écoulé. Il ressentait aussi un brusque sentiment d'angoisse. Il avait entendu un bruit.
Ce n'était qu'un léger bruit en soi, peu inquiétant, mais inhabituel la nuit dans cette maison. C'était un simple son métallique assez faible et bref, une sorte de petit choc amorti, feutré contre du métal. Cela provenait, ou semblait provenir, des living rooms. Jim passa en revue diverses possibilités. Un papillon, ou quelque autre insecte volant, heurtant un objet métallique. Une goutte d'eau tombant sur un ustensile métallique. Mais en ce cas, cela proviendrait de la cuisine, et non pas du living room. Jim continua d'écouter, immobile, attentif, escomptant une répétition possible de ce bruit, tout en s'efforçant de le reconstituer dans son esprit pour en préciser la nature. Et voici qu'à présent, il y avait autre chose de très léger, d'à peine perceptible, comme un morceau d'étoffe traîné sur un rebord en bois un peu rugueux. Oh non, non, non. Non, ça devait être un effet de son imagination. Ses pensées se concentrèrent à nouveau sur les objets métalliques de la maison. Qu'y avait-il de métallique dans le living room ou à proximité? Devrait-il se résoudre à aller explorer les lieux? Et puis brusquement survint un craquement familier, beaucoup moins prononcé qu'à l'accoutumée, mais familier. C'était celui que l'on produisait en commençant de gravir les 3 marches reliant le living room au bureau. Jim se redressa sur sa couche et tenta de scruter le trou noir de l'ouverture sans porte encadrant les marches. Soudain, il sut ce qui avait provoqué ce bruit. Quelque chose venant heurter les chenets de la cheminée. La cheminée. La seule possibilité à laquelle il n'avait pas pensé. La seule voie d'accès par où un serpent pouvait entrer. Jim revit la créature accrochée au câble près du bord de la fenêtre du haut. Il n'avait eu qu'à suivre ce câble jusqu'au toit, s'engouffrer dans la cheminée et se laisser glisser dans l'âtre. À présent, sans aucun doute, elle montait les 3 marches. Jim tâtonna fébrilement pour trouver la lumière près du divan. Peut-être le serpent était-il maintenant tout près de lui. Jim se rappela soudain avoir lu que certains serpents voient dans le noir, grâce à des nodosités logées dans leur front et ultra-sensibles à la chaleur. Projetant ses bras en avant dans un mouvement de panique, Jim heurta la lampe, faillit la renverser, mais réussit finalement à trouver l'interrupteur. Au moment même où la lumière remplissait la pièce, il entendit arriver des voitures. Des rayons de phare balayèrent les vitres de la fenêtre. Après un bref coup d'œil, juste le temps de vérifier qu'aucun serpent ne se trouvait dans le living room, Jim traversa la cuisine en courant, déverrouilla et ouvrit la porte intérieure, la porte grillagée, puis s'élança sur la pelouse humide en plein dans la lumière des phares et des projecteurs. Il se mit à crier « Il y a un serpent à l'intérieur !» 2 voitures stationnaient à proximité. L'une des 2 était manifestement une voiture de police. Soudain, un puissant rayon lumineux fut braqué sur lui. Un homme s'avançait. « Monsieur Jim Devlin ?» « Oui, c'est moi, oui. Il y a un serpent chez moi. »« Un serpent? Chez vous, monsieur Devlin ?» « Oui, un serpent jaune. Il essayait d'entrer, j'ai fermé toutes les fenêtres, mais il est entré par la cheminée. »« Par la cheminée? Comme le Père Noël, monsieur Devlin ?» Un peu plus loin, sur le côté, des projecteurs fouillaient les taillis, puis se déplaçaient vers la porte de derrière. Les silhouettes derrière les projecteurs n'étaient que des ombres vagues. « Monsieur Devlin, il est de mon devoir de vous rappeler que vous êtes en droit de garder le silence, mais que tout ce que vous pourrez déclarer pourra se retourner contre vous. » Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Je suis simplement pourchassé par un serpent. Oh non. Non, je crois que c'est plus grave que ça, monsieur Devlin. Je suis le lieutenant Pacino de la brigade criminelle.
troisième silhouette surgit de l'ombre. C'était Bart, son ami Bart. « Jim, je suis allé dans les bois après ton coup de téléphone. J'ai remonté le sentier avec mon fils. J'étais un peu inquiet, tu comprends? Moi, j'habite près de ce sentier, et alors, s'il y a des serpents... » Et Bart sortit de sa poche quelque chose qu'il exhiba devant Jim. « Jim, là-bas, près des rochers, moi aussi, j'ai cru voir un serpent jaune, mais ça n'était que ça qui pendait en se balançant près d'un rocher. C'est à Clara, ça, non? » Ce que Bart tenait entre ses mains était comme un serpent mince et doré. C'était la ceinture jaune de Clara, la femme de Jim. Le lieutenant Pacino s'avança. « Monsieur Devlin, vous avez laissé votre pioche et votre pelle là-bas. C'est ce qui nous a incités à creuser. Et nous avons trouvé la robe de votre femme. Et puis, nous avons découvert le corps de votre femme. Monsieur Devlin. Je voulais pas la tuer, lieutenant. Je voulais pas la tuer, oui. » Un policier sortit de la maison. « Pas de serpent dans la maison, lieutenant. On a tout vérifié. Et le conduit de la cheminée, il était fermé, alors... » Mais Jim savait bien que le serpent était toujours là. Ce serpent jaune avec lequel il avait étranglé Clara. Ce serpent qui le regardait fixement avec ses horribles petits yeux cruels et envoûtants. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le visiteur d'une nuit d'été de Gordon Ahrens.